Dans cette dernière vidéo du cours sur les matrices, nous allons nous intéresser à la résolution de systèmes d'équations linéaires avec les matrices. Donc, nous allons d'abord commencer par regarder comment on écrit un système d'équations sous forme matricielle, et puis après comment on utilise les matrices pour résoudre ces systèmes. Alors un petit rappel sur ce qu'on appelle un système d'équations. Donc ça, cette forme là que vous pouvez voir. C'est-à-dire qu'on a ici n équations avec p inconnus. Donc un système, ça a plusieurs équations et généralement plusieurs inconnus également. Alors ici, le nombre d'inconnus, c'est p. Et donc, elles sont notées x1, x2 jusqu'à xp. Une petite erreur ici dans le diaporama et sur votre poly de cours. Donc ces équations, elles ont toutes la même forme. Vous voyez, elles font intervenir ici nos p inconnus, x1, x2, xp, donc chacune, on va retrouver ces inconnus dans toutes les équations, donc les équations qu'on peut noter, et puis on en a n, on peut les noter, équation 1, équation 2, on pourrait mettre des petits points ici pour signifier qu'on a d'autres équations entre, et l'équation n ici à la fin. Et on retrouve bien toutes nos variables d'x1, x2, xp dans chacune de ces équations. Et devant les variables x1 jusqu'à xp dans toutes les équations, on a des coefficients qui sont notés ici, a11, a12 jusqu'à a1p pour la première équation, an1, an2, anp pour la dernière équation qui est l'équation n. Et puis, derrière le signe égal, ici, on a une constante dans chaque équation qui est notée b1, b2 jusqu'à bn pour chacune des équations. Donc on va chercher à écrire ce système sous forme matricielle. Et cette forme matricielle va faire intervenir trois matrices au total. Une matrice A, qu'on appelle la matrice du système, et qui va regrouper tous les coefficients A qui étaient devant nos variables x1 jusqu'à xp dans toutes nos équations. Donc sur la première ligne, ici, on va retrouver tous les coefficients qui intervenaient dans la première équation du système. Et vous voyez, sur la dernière ligne, on a tous les coefficients qui intervenaient dans la nème équation du système. Et on met tous ces coefficients en colonne. Dans la première colonne, on trouve tous les coefficients qui étaient devant la variable x1. Et dans la dernière colonne, ici, on trouve tous les coefficients qui étaient devant la variable xp. Donc ça, cette matrice A, c'est la matrice du système avec les coefficients A qui étaient devant les variables x1, xp de notre système d'équations. On définit aussi une autre matrice qui est un vecteur colonne, une matrice colonne, qu'on appelle vecteur inconnu x, et qui est écrit ici. Et on va mettre en colonne ici, dans cette matrice, les variables inconnues x1 jusqu'à xp. Et puis, dernier vecteur qu'on va définir, c'est le vecteur B, qu'on appelle vecteur solution, et on met en colonne toutes les constantes qui intervenaient dans nos n équations, donc les constantes B1 jusqu'à Bn. Alors la dimension de A, c'est np, où n, c'est le nombre d'équations du système. Et P, c'est le nombre d'inconnus du système. La dimension de X, c'est P1, avec P, donc le nombre d'inconnus du système. Et la dimension de B, c'est N1, où N est le nombre d'équations du système. Une fois qu'on a défini en fait ces matrices, on va pouvoir écrire le système sous forme matricielle et ça s'écrit de cette façon-là. AX égale B. Alors on peut bien calculer ce produit AX parce que au niveau des dimensions, ça fonctionne. On a vu que la dimension de A, c'était NP. La dimension de X, c'est P1.
Donc, comme le nombre de colonnes de A est égal au nombre de lignes de X, on peut bien effectuer le produit AX et on va obtenir une matrice qui aura n lignes et une colonne. Et ça tombe bien puisque le vecteur B, on a vu qu'il avait n lignes et une colonne. Donc voilà comment on met un système sous forme matricielle. Maintenant, on va s'intéresser à la résolution de ces systèmes et on va s'intéresser à un système particulier qu'on appelle le système de Cramer. Alors, qu'est-ce qu'il y a de particulier ce système? Déjà, c'est un système qui va avoir autant d'inconnus que d'équations. Donc, si j'ai n inconnus, je dois avoir n équations. La matrice du système, la matrice A, va donc être une matrice carrée d'ordre n. Donc la matrice A, elle aura n lignes et n colonnes. Et on dira que notre système est un système de Cramer si le déterminant de cette matrice A est différent de 0. Il est non nul. Cela signifie que la matrice A est inversible. Donc il existe une matrice A-1 telle que A fois A-1 égale A-1 fois A égale la matrice identité d'ordre n. L'intérêt de ça ici, c'est que tout système de Cramer, donc avec n inconnus, n équations et le déterminant de la matrice du système qui est non nul, c'est que ce système va avoir une solution unique qui va être donnée par le vecteur x, le vecteur inconnu, est égal à la matrice inverse de A, A-1 fois le vecteur B. Et donc on aura pour chacune des inconnus, des n inconnus, on aura une et une seule valeur. Alors on va mettre ça en application à travers un exemple, ce sera plus simple à comprendre. Donc ici on a un système de 3 équations. Donc les 3 équations, on les note 1, 2, 3. À 3 inconnus, et nos 3 inconnus ici sont x, y et z. Donc on peut écrire la matrice du système. La matrice du système, c'est la matrice A. Et sur la première ligne, je viens reporter les coefficients de la première équation qui sont devant les inconnus x, y, z. Donc, x, y, z, c'est bien sûr ce qu'on cherche à déterminer. On cherche à déterminer, si c'est possible, les valeurs de x, de y et de z. Donc devant x, on a 1, devant y, on a 3, et devant z, on a 4. Donc là, ce sont les coefficients qui sont devant les variables dans la première équation. Donc on les retrouve sur la première ligne. Sur la deuxième ligne de la matrice, on retrouve les coefficients qui sont devant les variables dans la deuxième équation, 3, 5, moins 4. Et enfin, sur la dernière ligne de la matrice, on trouve les coefficients qui sont devant x, y et z dans la troisième équation. Et vous voyez à chaque fois, les variables x, y et z dans les 3 équations ont été rangées dans le même ordre. D'abord x, puis y, puis z. Et en colonne, on va retrouver les coefficients qui sont devant x, puis deuxième colonne, les coefficients qui sont devant y, et troisième colonne, les coefficients qui sont devant z. Donc si nos équations ne sont pas bien rangées au départ, il faut d'abord ranger correctement nos équations pour pouvoir écrire facilement la matrice du système. Et ensuite, on va écrire le vecteur inconnu grand X avec nos variables inconnues qu'on cherche à déterminer x, y et z, et le vecteur inconnu B qui reprend la constante de chacune des équations, 50, 2 et 31 ici. Alors on va regarder s'il s'agit d'un système de Cramer. Donc la première condition est respectée puisque on avait bien une matrice A qui était une matrice carrée. Donc A, c'est une matrice carrée d'ordre 3. C'est la première condition était bien respectée. Maintenant, il faut regarder si le déterminant de A est bien différent de 0. Donc, on va calculer le déterminant de A. Et pour calculer le déterminant de A, on reprend exactement les mêmes coefficients que la matrice A.
1, 3, 4, 3, 5, moins 4, 4, 7, moins 2. Et dans le même ordre, exactement écrit de la même façon, sauf qu'on les entoure de 2 traits verticaux ici. Pour calculer le déterminant, ici on a choisi de faire apparaître des zéros. Donc on a noté ici première ligne L1, deuxième ligne L2, troisième ligne L3. Donc ici on a gardé L1. On a fait apparaître un 0 ici sous le 4 dans la deuxième ligne et un 0 ici sous le 4 dans la troisième ligne et troisième colonne. Et pour faire ça, on a remplacé L2 par L1 plus L2. Donc, ce qui permet d'avoir 4 moins 4, ça fait bien 0. 5 plus 3, ça fait 8. 1 plus 3, ça fait 4. Et la dernière ligne, on l'a remplacée par L3 plus L1 sur 2. Donc ça fait moins 2 plus 2, ça fait bien 0. 7 plus 1,5, ça fait 8,5. Et 4 plus 0,5, ça fait bien 4,5. Et ensuite, pour calculer ce déterminant, on va développer par rapport à la dernière colonne. Donc le déterminant de A, il est égal au coefficient 4 avec un plus, parce qu'il est situé sur la première ligne, troisième colonne. 1 plus 3, ça fait 4, c'est pair, donc on a un plus. Le coefficient 4 fois le mineur qu'il reste lorsqu'on enlève la première ligne et la troisième colonne. Et on fait le produit en croix ici pour calculer ce déterminant de matrice de 2. Et on obtient une valeur moins 8. Donc, notre système est bien un système de Cramer, puisque la matrice A va être une matrice inversible. Il va admettre une solution unique, et cette solution unique va être donnée par x égale A-1 fois B. Donc il va falloir, pour pouvoir déterminer les valeurs de x, y, z, c'est-à-dire le vecteur inconnu x, il va falloir calculer la matrice inverse A-1. Donc on va calculer A-1. Pour calculer A-1, on va d'abord calculer les 9 cofacteurs. Alors, on va réécrire la matrice A, parce que ce sera plus facile pour calculer les cofacteurs. Donc, la matrice A, c'était la matrice qui avait pour coefficient 1, 3, 4, 3, 5, moins 4, et 4, 7, moins 2. Ça c'est ma matrice A. Et on va calculer nos 9 cofacteurs. Alors, je commence par ceux de la première ligne, delta 1, 1. Donc, 1 plus 1, ça fait 2, c'est pair, donc ça va faire plus. Et j'écris le mineur qu'il reste lorsqu'on enlève la première ligne et la première colonne. Donc, ça fait 5, moins 4, 7, moins 2. Donc, on obtient 18. Delta 1, 2, c'est moins. Le mineur qu'il reste lorsque j'enlève la première ligne et la deuxième colonne. 3, moins 4, 4, moins 2. Et donc ça fait moins 10. Delta 1, 3, c'est un signe plus. Le mineur s'obtient en enlevant la première ligne et la troisième colonne. Donc 3, 5, 4, 7. Et quand on calcule ça, on obtient 1. Ensuite, pour la deuxième ligne, delta 2, 1, donc moins. J'écris le mineur lorsque j'enlève la deuxième ligne et la première colonne. Donc ça fait 3, 4, 7, moins 2. Et donc quand on calcule ça, ça fait 34. Delta de 2, c'est un plus. Le mineur, ça donne 1, 4, 4, moins 2. Et donc, ça fait ici moins 18. Delta de 3, c'est un moins. Alors, avec 1, 3, 4, 7, ça fait 5. Delta 3, 1, c'est un plus. On écrit le mineur quand on enlève
troisième ligne, première colonne. Donc 3, 4, 5, moins 4. Ça fait moins 32. Delta 3, 2, c'est un moins. Le mineur, 1, 4, 3, moins 4. Ça fait 16. Et enfin, delta 3, 3, c'est un plus. J'enlève la troisième ligne, la troisième colonne, il reste 1, 3, 3, 5, et que ça fait moins 4. Donc ici, j'ai calculé les 9 cofacteurs. Une fois que j'ai ces cofacteurs, je vais pouvoir écrire la comatrice en prenant les cofacteurs que j'ai calculés et en les écrivant exactement de la même façon que ce qu'on vient d'écrire ici, donc ceux de la première ligne, puis ceux de la deuxième ligne, puis ceux de la troisième ligne. Donc ça donne ça. Voilà la comatrice ici que on a calculée. Une fois qu'on a calculé la comatrice, on prend sa transposée. Donc je vous rappelle, pour avoir la transposée, la première ligne devient la première colonne de la transposée. Donc la première ligne ici de la comatrice devient la première colonne. La deuxième ligne ici devient la deuxième colonne et la troisième ligne enfin devient la troisième colonne. On a la comatrice, sa transposée, et on connaissait le déterminant de A qui valait, on a calculé le déterminant de A qui valait moins 8, et je vous rappelle que la matrice inverse A moins 1 s'obtient en faisant 1 sur déterminant de A fois la transposée de la comatrice. Donc il suffit maintenant de diviser en fait tous les coefficients de la transposée de la comatrice par moins 8 pour connaître A moins 1. Donc ça donne ça. On a laissé ici 1 sur det de A en facteur pour que ce soit plus facile finalement à calculer. Ici, je retrouve du coup la transposée de la comatrice. Et on va, à partir de A-1, en faisant le produit entre A-1 et B, on va pouvoir calculer les valeurs de x, y et z. Donc notre vecteur grand X, qui vaut, je vous rappelle, x, y et z, va être égal à, donc là on retrouve A-1 multiplié par le vecteur B. Donc si je veux calculer ici la valeur de x, ça va être moins 1 huitième, que je garde en facteur, 18 fois 50, plus 2 fois 34, moins 32 fois 31. Et donc ça va être égal à 3. Le deuxième coefficient, y, c'est moins 1 sur 8, moins 10 fois 50, moins 18 fois 2, plus 16 fois 31. Et ça donne 5. Le dernier, la valeur de z va être obtenue en faisant moins 1 huitième, 1 fois 50, plus 5 fois 2, moins 4 fois 31. Et ça, c'est égal à 8. On a résolu ce système qu'on avait au départ avec une solution unique, donc une seule solution possible, qui est donnée par x égale 3, y égale 5 et z égale 8. Alors, il peut y avoir des cas où on a finalement autant d'équations que d'inconnues et pour autant on ne pourra pas résoudre le système. C'est le cas où la matrice du système, la matrice A, aura un déterminant qui est égal à 0. On dit que la matrice est singulière. Et il va se présenter deux cas en fait. Le premier cas, si en fait je peux exprimer un certain nombre d'équations du système en fonction des autres, à ce moment-là, il y aura une infinité de solutions. Je ne vais pas trouver une solution unique, je peux trouver plein de solutions autant que je veux. Un exemple, ici vous voyez on a un système S1
avec deux équations et deux inconnus. Donc on a une équation 1 ici, x1 plus x2 égale 3, une équation 2, 2x1 plus 2x2 égale 6. Et en fait, si on regarde de plus près, ces deux équations, c'est la même, puisqu'on a l'équation 2 qui est égale à 2 fois l'équation 1. Donc en fait, ce système va être un système avec une seule équation à deux inconnues. Donc je vais pouvoir trouver une infinité de solutions. Par exemple, ce qui marche, c'est 0, x1 égale 0 et x2 égale 3, ça fonctionne. x1 égale 1 et x2 égale 2, ça fonctionne, etc. On peut trouver une infinité de solutions. Deuxième cas qu'on peut rencontrer, c'est un système où il n'y aura pas de solution, système impossible. Alors dans ce cas-là, en fait, j'ai deux équations qui se ressemblent mais que je ne peux pas exprimer les unes en fonction des autres, et pourtant le déterminant de la matrice est égal à 0. Et donc, voilà un petit exemple de ce type de système. J'ai toujours un système ici avec deux équations à deux inconnus. Donc les inconnus sont x1 et x2. Ça, c'est l'équation 1, ça, c'est l'équation 2. Et si je regarde bien, en fait, la première partie ici de mes équations sont proportionnelles entre elles. Par contre, pas au niveau de la constante ici. Alors si je mets, j'ai pas fait, mais dans les deux exemples, je peux mettre ces systèmes sous forme matricielle. Là, on va avoir la matrice A1 qui s'écrit 1, 1, 2, 2. Et la matrice A2 de ce système-là, s'écrit de la même façon. 1, 1, 2, 2. Ce sont les mêmes matrices. Par contre, ce qui change, en fait, c'est que ici, donc, on a le vecteur x qui vaut x1, x2, x1, x2. Et pareil ici, le vecteur x, c'est x1, x2. Et la seule chose qui change, en fait, c'est le vecteur solution ici b qui vaut 3, 6, alors que là, b vaut 3, 8. Donc, et dans les deux cas, du coup, cette matrice-là, déterminant de A1, c'est la même chose que déterminant de A2, puisque les deux matrices sont égales. Donc c'est 1, 1, 2, 2, et ça fait bien 2 moins 2 égale 0. Donc voilà les solutions, les possibilités qu'on va avoir lorsque la matrice est bien carrée, mais son déterminant est égal à 0. Et à ce moment-là, soit il y a une infinité de solutions, soit il n'y a pas de solution possible à ce système-là.